Mise en garde. Dans cette vidéo, je vais proposer des faits documentés qui peuvent déranger. Je suis ouvert à la discussion polie dans les commentaires, mais j'effacerai systématiquement tous les messages d'insultes. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jack Kirby. Les plus anciens abonnés se rappellent peut-être que j'avais dit, par le passé, plusieurs fois, de ne pas être un fan du travail de Jack Kirby. Je n'ai pas changé d'opinion, mais j'ai nuancé mon propos. Ça s'appelle le début de la sagesse, à ce qu'il paraît. Cette vidéo a pour but de vous présenter ce que j'aime de Kirby, principalement son travail chez DC dans les années 70. Je ne vais pas vous faire l'injure de présenter Jack Kirby. Si vous êtes un fan de comics, vous connaissez ce nom. Cependant, je vais revenir sur certains détails qui peuvent être mal connus du public français. Nous devons l'existence du genre super-héroïque actuel au travail de Kirby dans les années 60 pour Marvel, avec ses créations des 4 Fantastiques, de Hulk, Iron Man, Thor, des X-Men, etc. Notez qu'il avait créé Captain America avec Joe Simon dans les années 40. Kirby, estimant qu'il ne recevait pas la reconnaissance qu'il méritait, il scénarisait et dessinait les comics, mais ne recevait un crédit que en tant que dessinateur. Il n'était pas payé pour les histoires qu'il écrivait. Le crédit et la paye allant à Stan Lee, qui lui n'écrivait que les dialogues. Dialogues qui eux-mêmes étaient écrits par Kirby dans les marges de ses comics. Kirby resta chez Marvel et rongea son frein jusqu'à ce qu'un changement de direction lui soit profitable chez DC. Carmine Infantino, un ami de Kirby, remplaçait Mort Basinger, un ami de Jack Schiff, qui lui avait eu maille à partir à Kirby dans les années 50. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Et donc Kirby partit pour la concurrence en espérant que l'herbe y serait plus verte. Kirby y créa son 4e monde, sur 4 séries. D'une part, il y avait le Superman Spal Jimmy Olsen, ensuite les New Gods, Mr. Miracle, les Forever People. Malheureusement, la lune de miel ne durera officiellement que 1 an et demi. En 1973, le 4e monde fut annulé. Mais le contrat de Kirby l'obligea à continuer à dessiner pour DC, pour qui il créa Kamandi, Omak et Demon, avant qu'il ne reparte chez Marvel en 1976, où il créa Devil Dinosaur, Machine Man, les Eternals. Puis il partit travailler chez les indépendants de Pacific Comics, pour qui il créa Captain Victory and the Galactic Rangers, et Silver Star. Ensuite, il créa Destroyer Doc pour Eclipse Comics. En 1985, il créa le graphic novel The Hunger Dogs pour DC, qui lui permit de clôturer de façon plus satisfaisante son 4e monde. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de ses démêlés avec Stan Lee, ni avec Martin Goodman, l'éditeur. À ne pas confondre avec Editor, c'est l'éditeur, Publisher, l'éditeur, c'était Stan Lee. L'éditeur, c'était Martin Goodman. Et je ne parlerai pas non plus de son combat de près de 15 ans pour récupérer ses pages originales. Sachez juste qu'il est estimé que Kirby ait produit entre 10 et 15 000 planches pendant tout son travail chez Marvel, depuis la fin des années 50 jusqu'en 1970, et que, suivant les sources, il a récupéré entre 1900 et 2100 pages. En gros, il leur manque 10 000, quoi. Revenons à Kirby. La production de Kirby couvre 40 ans, des années 40 aux années 80, et son style a grandement évolué au cours des décennies. À cause du décalage horaire entre les publications américaines et françaises, mais aussi des droits de publication accordés aux diverses maisons d'édition françaises, et les recherches d'anciens numéros chez des bouquinistes afin de compléter leurs différentes collections, les lecteurs français ont été soumis à une publication relativement désorganisée des séries dessinées par Kirby, mélangeant ces styles, donc durant les différentes décennies, dans les différentes séries, ce qui fait que si j'ai aimé, voire adoré certains de ces personnages, certaines de ces séries, j'ai franchement détesté d'autres séries. Ou les mêmes séries, mais à d'autres moments de leur production. Mais voyons tout cela en détail. Lug a publié en 1968 les épisodes des 4 Fantastiques datant de 1961, soit 7 ans plus tôt, et ce sont les épisodes qui me donnent le plus de mal. En fait, tout ce que Kirby a fait jusqu'en 1964 me pique les yeux. Par contre, ce qu'il a fait de 65 à 75, c'est ce que je préfère. Personnage dynamique et histoire captivante, qui me faisait rêver. J'ai découvert la publication Lug en 1977, donc bien après la sortie de Fantasque. Et je dois dire que si j'ai adoré les dessins de Sal Buscema et de John Byrne sur différentes séries, j'ai été complètement hermétique à ceux de Kirby sur les Éternels, ou dans des réimpressions des aventures des 4 Fantastiques dans leur album géant. Par contre, les réimpressions des X-Men dans Speedy, oui, ça m'avait beaucoup plu. Même si je trouvais que les Sentinelles et le Fléau manquaient de carrure, par rapport aux versions plus modernes que je connaissais. Dans le même ordre d'idées, Machine Man et 2001 l'Odyssée de l'espace me laissèrent complètement différents. Chez la concurrence,
Devil Dinosaur et Captain Victory m'écorchaient les yeux. Mais les aventures de Captain America dans les formats Press Pocket en noir et blanc d'Aredi, bien que remonter la truelle, me plaisaient énormément. Et puis bien sûr, il y a eu le quatrième monde, qui lui m'a complètement scotché. Quatrième monde que j'ai découvert après Les Éternels. J'ai également beaucoup aimé Kamandi et Démon, et je ferai sûrement une vidéo sur ces séries plus tard. Les New Gods de Kirby racontent le combat entre deux races de dieux, l'une de ces races provenant de New Genesis et l'autre de Apocalypse. New Genesis, nouvelle genèse, donc un nouveau commencement, est gouvernée par Highfather, qu'on peut traduire en le Père Tout-Puissant, et Apocalypse par Darkseid, écriture différente de Dark Side, qu'on peut traduire par la face obscure, comme dans la face obscure de la nature humaine. New Genesis, donc, est une planète idyllique, où l'air est pur, les oiseaux gazouillent dans les arbres, et tout le monde s'aime et boit de l'eau fraîche. Alors que Apocalypse, réécriture de Apocalypse, donc l'Apocalypse, est un monde de cauchemar, où tout n'est que mort et torture dans une planète dévastée par la pollution. A noter que chaque planète, chaque monde, ne contient qu'une seule ville, un seul continent. C'est la partie du concept que j'ai le plus de mal à vivre avec. Les deux planètes faisaient partie à l'origine du même monde, Urgrund, qui signifie le monde originel en allemand, mais ils se brisaient en deux lors de la fin du monde et des anciens dieux, lors du fameux Ragnarok, dont nous a parlé Jack Kirby dans Thor pendant des dizaines d'épisodes. Ragnarok, que Goodman, l'éditeur de Marvel, ne voulait pas lui laisser produire, parce qu'il aurait signifié l'arrêt de la série, et la série de Thor se rendait très bien. Jack Kirby voulait tuer les anciens dieux, Thor, et commencer avec les nouveaux dieux. Enfin, commencer une nouvelle histoire avec les nouveaux dieux. Et c'est ce concept qu'il a emporté de chez Marvel, chez DC. En plus de leurs dirigeants iconiques, il existe de nombreux personnages plus ou moins importants. Il y a Orion, élevé par New Genesis, mais fils de Darkseid, et luttant contre ce dernier. Metron, un personnage ambivalent et ambigu, qui n'appartient à aucune des planètes, ne prend part à aucun des combats, et recherche la connaissance absolue. Une sorte de gardien, en somme. Il a créé la technologie du Boontube, qui permet de se téléporter, et il utilise un siège Möbius, qui lui permet de voyager à la fois dans le temps et dans l'espace. Il y a les Motherbox, les boîtes mères. Les boîtes mères sont des ordinateurs miniaturisés dotés de sensibilité, dont l'origine exacte est inconnue, bien qu'ils aient été créés par Imon, un scientifique d'Apocalypse. Il y a aussi la source, qui est un concept métaphysique créé par Jack Kirby et qui sert de conscience à l'univers DC. Elle est censée être à l'origine de la création des dieux du DCU et en partie des super-pouvoirs de certains de leurs héros. La source est protégée par le mur, qui empêche quiconque d'atteindre la source. Il y a bien longtemps, des dieux ont essayé d'attaquer la source, ce qui l'a contrainte à se fractionner, créant ainsi le concept de l'antivie. La source tua les anciens dieux et créa les nouveaux dieux. Mais ayant été physiquement diminué, sa création ne fut pas parfaite, et les nouveaux dieux, donc les New Gods, sont imparfaits. Il y a d'autres personnages provenant des 3 autres séries sur lesquelles Kirby travaille, mais je n'ai pas la place ni le temps pour vous en parler ici. Je passerai sur la série de Jimmy Olsen, Superman Spall, Jimmy Olsen, parce que je suis pas un fan de Superman, et je n'ai aucun intérêt pour ce personnage ni pour la série. De la même façon, j'ai essayé plusieurs fois de lire les aventures des Forever People, mais je dois dire que cette idée d'avoir des hippies non violents qui unissent leurs forces pour créer un individu qui lui-même va se battre à leur place, ça me rappelle un peu trop le concept de Captain Marvel Shazam. Donc c'est pareil, c'est comme Jimmy Olsen Pal, Superman Pal. J'ai essayé plusieurs fois de les lire, mais bon, sans vraiment accrocher. Le seul intérêt à mes yeux de Forever People, c'est qu'il y a un personnage black dedans. Ce personnage, contrairement à ce qui se faisait à l'époque, c'est l'un des rares, peut-être même le seul, qui ne parle pas comme s'il venait d'un ghetto. Donc ça c'est une pique pour Luke Cage Power Man, et qui ne parle pas comme s'il était dans un ghetto, mais vu par des blancs. Hein, parce que les blacks ne parlent pas comme Luke Cage parle. Enfin, de la même façon, c'est exagéré. Donc, il y a un personnage noir dans Forever People, qui non seulement ne parle pas comme un abruti, non seulement c'est pas un rigolo qui fait des gags, donc qui aide à détendre l'atmosphère, comme c'était souvent le cas avec des personnages noirs, mais c'est généralement le premier à foncer au combat
et c'est généralement celui qui sauve le plus ses petits camarades. Donc là aussi, Kirby était en avance sur son temps, en présentant un personnage noir dont la couleur de peau en fait n'avait aucune importance, n'avait aucune incidence. Il reste la dernière série, qui est ma préférée, c'est Mr. Miracle, et surtout le personnage de Big Barda. C'est un personnage féminin qui paraît-il est basé sur la femme de Jack Kirby, Rosaline, surnommée Rosie, et Kirby, avec ce personnage de Big Barda, a créé un personnage féminin très fort. À une époque, je le signale, où Wonder Woman faisait du judo, parce qu'elle n'utilisait plus ses pouvoirs. Donc il fallait oser faire un personnage féminin fort à un moment comme celui-ci. Il semblerait d'ailleurs que Big Barda ait influencé la création de Tundra chez Marvel, la Fémizone. Petite anecdote qui va bien, Big Barda est, paraît-il, le seul personnage qui ait créé une friction légère entre Mike Royer et Jack Kirby au sujet de l'ancrage. Au moment où Mike était l'encreur attitré, enfin est devenu l'encreur attitré de Jack Kirby, tout se passait comme sur des roulettes, sauf que dans l'épisode 5 de Mr. Miracle, il a redessiné les visages de Big Barda en essayant de la rendre plus jolie. Ça n'a pas plu du tout à Kirby, qui lui a dit tu ne réencres d'une façon différente, jamais un des visages que j'ai dessinés. Mike a suivi ses instructions et s'en est bien porté. Scott Free est le héros de la série Mr. Miracle. Il est un maître de l'évasion, basé sur l'artiste Jim Steranko, un maître de l'évasion qui s'est échappé de Apocalypse, mais les sbires de Darkseid sont toujours à sa poursuite. Je pense que si je préfère Mr. Miracle, la série, c'est parce que c'est la série qui permet en fait de comprendre le mieux les relations entre les personnages et entre la guerre qui oppose les deux mondes. De plus, je préfère Mr. Miracle à Orion. Ce dernier me rappelle trop Hulk ou Serval, avec ses crises de rage meurtrières. Mr. Miracle est vraiment un personnage original, de ce point de vue-là. L'histoire des New Gods commence donc avec l'après Ragnarok et décrit la lutte des deux mondes, New Genesis et Apocalypse, représentés par le combat d'Orion contre Darkseid. Combat qui s'étend sur 4 séries de comics. Kirby laisse libre cours à son imagination débordante pour nous présenter des dieux aux préoccupations très humaines, mélangeant allègrement des considérations philosophiques, religieuses et humanistes. Kirby est de confession juive et utilise de nombreux éléments de la religion chrétienne dans le 4e monde, que ce soit au niveau des noms des personnages, Highfather, Isaiah, New Genesis d'un côté, Apocalypse de l'autre, que des situations, l'exode des Juifs du mont Sinaï, ou des symboles, le mur protégeant la source et seront comparés au mur des lamentations de l'État hébreu. Jack Kirby a été enrôlé lors de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est battu en Europe et il a failli être amputé d'une jambe à cause du froid. Il a souffert de stress post-traumatique pendant des années, pendant quasiment toute sa vie, en faisant des cauchemars suite à ses combats durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est d'après ce que sa femme en dit. Et il est évident à la lecture des New Gods que cette série permet à Kirby d'évacuer tout ce qu'il déteste en fait donc dans la guerre. Le fait qu'il n'y a pas vraiment de héros, qu'il n'y a pas de bravoure, que les soldats, la piétaille, servent de chair à canon pendant que les généraux prennent des décisions bien à l'abri de leur bureau. Kirby avait tenté une première fois de créer des histoires cosmiques avec la trilogie des 4 Fantastiques, les Fantastic Four 48 à 50, et la création de Galactus, un personnage qui transcende le bien et le mal. Malheureusement pour Kirby, Stan Lee va décider d'en faire un vilain ordinaire. Idem pour le Surfeur d'Argent. Jack Kirby avait pensé en faire un être d'énergie pure, un peu comme le personnage lui, Him, qui sera transformé plus tard par Lee, puis par Roy Thomas en Warlock. D'autre part, Kirby s'est estimé trahi par Stan Lee, qui va créer une origine très terre à terre au Surfeur d'Argent. Et en plus, cette origine va être dessinée par John Buscema, au lieu de faire appel à lui, Kirby. Ces multiples désagréments vont pousser Kirby à stopper de développer des personnages pour Marvel et à conserver ses créations pour des jours meilleurs et pour la concurrence. À partir de 1965, Kirby va arrêter de soumettre ses créations à Stan Lee et va les conserver. En faisant cela, il va suivre les conseils de sa femme, Rosie. En 1969, Kirby déménage en Californie officiellement pour la santé de sa fille atteinte d'asthme et officieusement pour se rapprocher d'Hollywood, où il pense pouvoir trouver du travail dans l'animation.
Il va aussi y rencontrer Mike Royer, qui deviendra son assistant et son encreur attitré, malgré les objections de DC qui souhaitaient que la production des comics se fasse entièrement sur le contest. Peu après son arrivée en Californie, Kirby va montrer à plusieurs personnes des dessins et esquisses de ce qui deviendra les New Gods, et qu'il a dessiné durant la fin des années 60 quand il était chez Marvel, mais sans en parler à la direction. Sans entrer trop dans les détails, Kirby partira en 1970 pour DC pour de multiples raisons. D'une part, il rejette les termes de son nouveau contrat chez Marvel, qui lui refuse le droit de poursuivre Marvel en justice en cas de désaccord. Ensuite, la direction de Marvel l'estime remplaçable, et juge que le succès de Marvel dépend entièrement de Stan Lee, ce que Kirby trouve injuste. Et il y a conjointement le fait que Lee soit le seul à être crédité dans les médias, et que lui, Kirby, ne soit crédité qu'en tant que dessinateur dans les comics, dont il écrit pourtant les histoires. Et finalement, il y a le manque de contrôle qu'il a sur ses créations comme Galactus et le Sang-Froid d'Argent. Lorsqu'il arrive chez DC en 1970, Kirby est accueilli à bras ouverts par le rédacteur en chef Carmine Infantino, qui espère que le nom de Kirby aidera à vendre plus de comics. Mais sa venue n'est pas du goût de tout le monde à la direction, ni chez tous les artistes. Il faut savoir que Kirby avait travaillé pour DC vers la fin des années 50, et que l'éditeur Jacques Schiff le poursuivit en justice en 1959 au sujet de la série Skymaster. Certains éléments de DC se souviennent encore de cette histoire quand Kirby vient frapper à la porte de la compagnie en 1970 et lui en tiennent toujours rigueur, avec pour résultat que le travail de Kirby sera dénigré dès le départ. DC va faire systématiquement redessiner le visage de Superman dessiné par Kirby, quand ce n'est pas tout le personnage, afin qu'il soit visuellement plus en rapport avec ce que les fans et surtout les annonceurs connaissent. Bien que artistiquement déçu par cette décision, Kirby va la comprendre professionnellement et va l'accepter. Il y a également une mésentente dès le départ. Kirby souhaite créer un monde dont il ne dessinera que les premiers épisodes. Pour la suite, il comptait uniquement faire des scénarios, à charge pour d'autres artistes de faire les dessins. Carmine Infantino dira plus tard, au prix où nous payons Jack Kirby, il est hors de question qu'un autre que lui dessine ces séries. Lorsqu'il comprend qu'il doit continuer à assurer dessin et scénario sur toutes les 4 séries lui-même, Kirby doit changer son fusil d'épaule. Et je pense que c'est l'une des raisons de certains de ses choix scénaristiques. Enfin, il y a le problème de la guerre commerciale entre Marvel et DC. Lorsque Kirby sort son 3e épisode de la série du 4e monde, Marvel passe ses comics à 48 pages et 25 cents. Puis le mois suivant, il repasse à 32 pages et 20 cents. DC, ayant acheté à l'avance des tonnes de papier, ne peut pas repasser rapidement à 20 cents et devra pendant 1 an vendre ses comics plus cher que Marvel, ce qui détruira DC financièrement, les fans préférant acheter les comics moins chers de la concurrence, forçant DC à arrêter de nombreuses séries, y compris celle du 4e monde. Après une quarantaine de numéros répartis sur 4 séries, le 4e monde de Kirby s'arrêtera pour 10 ans, avant que Kirby ne puisse y apporter une touche quasi finale avec The Hunger Dogs en 1985. Je dis quasi finale car l'intention première de Kirby était de finir son histoire en tuant les New Gods, mais la direction de DC refusa cette fin, forçant Kirby à réécrire son histoire de multiples fois. Donc Kirby a voulu tuer les dieux chez Marvel, ça lui a été refusé. Kirby a voulu tuer les dieux chez DC, ça lui a été refusé. Il n'y a pas de chance. Ne comptez pas sur moi pour vous expliquer tous les détails du 4e monde. L'un des principaux attraits, à mes yeux, de ces séries, c'est que je ne comprends pas tout. Et donc j'y retourne régulièrement, afin d'essayer de comprendre un peu plus, à chaque fois. Cette série montre à la fois la puissance et les limites du talent de Kirby, quand il travaille sans un éditeur pour le maintenir dans la bonne direction. En termes de limites, le cas le plus célèbre est lorsque Orion se fait attraper la jambe par un clam géant. La jambe qui s'est fait attraper change de case en case, ce qui est absolument ridicule. D'un autre côté, avoir un éditeur n'est pas un gage de succès ou de qualité. Je pense au cafouillage monstrueux du Tournoi des Champions, par exemple. Cependant, Kirby est bien conscient de ses lacunes. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles il avait embauché à l'époque Marc Evanier, en tant qu'assistant de production. Le rôle de Marc Evanier, lui-même assisté par Steve Sherman, étant de vérifier qu'il n'y avait pas ou plus d'incohérence, à la fois dans les noms des personnages, dans les costumes, parce que parfois Kirby oubliait un truc, un détail, ou rajoutait un détail, afin de conserver un univers cohérent d'une série à l'autre, ou d'un épisode à l'autre. Car de nouvelles idées, parfois de nouveaux concepts fusent à chaque page, parfois à chaque case, et sont abandonnés presque aussi vite qu'ils ont été présentés. Par exemple, le Black Racer est présenté comme une entité qui peut prendre n'importe quelle forme, homme ou femme,
de n'importe quelle race. Un concept génial qui ne sera malheureusement pas exploité plus avant par Kirby. La série ayant été arrêtée bien plus tôt que Kirby ne l'avait prévu, il est difficile de juger si certaines de ses idées et ou personnages auraient dû revenir plus tard afin d'être développés. Je pense notamment aux Black Racer et à Forager, qui sont des figures centrales de quelques épisodes puis disparaissent complètement. Kirby essayant de donner une fin à son monde lorsqu'il est averti par la direction que tout va s'arrêter avec les numéros 18 de Mr. Miracle et 11 de New Gods. En parlant de direction, et pour rendre les choses encore plus compliquées pour le lecteur, afin d'essayer d'améliorer les ventes des productions de Kirby, Carmine Infantino va imposer l'apparition de personnages du DCU dans celui de Kirby, avec Superman puis Deadman dans les Forever People, puis l'interdiction de parler du quatrième monde à partir du numéro 12 de Mr. Miracle. Malheureusement, non seulement ça ne va pas améliorer les ventes, mais ça va rendre les séries plus compliquées à suivre pour les lecteurs. Mike Ryer, l'encreur de Kirby, rappelle que la série, l'univers du quatrième monde était censé être un univers fini. Mais les bonnes ventes du début décidèrent les pontes de DC à en faire une série ouverte. Kirby s'est donc retrouvé avec une série qui avait un début, il était coincé dans son milieu et il ne pouvait pas en faire la fin. Le concept de la série, un concept novateur et avant-garde, était de pouvoir rassembler les épisodes dans des recueils, donc des trade paperback. À l'époque, ça n'existait pas. Là aussi, donc, Kirby innovait. Mike raconte également que ses débuts sur l'ancrage de Kirby ont été difficiles, les lecteurs réclamant Vince Coletta à corps et à cri. Coletta ayant été l'encreur habituel de Kirby sur Thor et sur les 3 premiers épisodes du quatrième monde. Coletta est célèbre de nos jours pour alléger les pages qu'il encre, enlevant des détails, simplifiant les décors, supprimant des personnages secondaires afin de pouvoir travailler plus vite, mais à l'époque, le remplacer sur les dessins de Kirby avait créé une petite révolution. Il y a aussi le fait que Coletta avait son style de dessin propre, tout en fine hachure, alors que Mike ancrait les dessins de Kirby de façon plus fidèle, suivant les courbes de ses crayonnés. Ces différences d'ancrage sont bien sûr très visibles dans les comics imprimés, et plus encore dans les albums Artist Edition publiés par IDW. Ces 2 albums contiennent des épisodes complets et également des pages bonus très intéressantes que je vais vous présenter maintenant. Vous savez que j'apprécie tout particulièrement les artistes qui dessinent le corps humain de façon réaliste, Gil Kane en étant le porte-étendard le plus représentatif en ce qui me concerne. Eh bien Kirby, c'est un peu l'anti-Gil Kane. Il ne dessine pas des corps humains réalistes, mais il représente leur mouvement avec une dynamique inégalée. Aucun muscle n'est dessiné réalistiquement, et pourtant on comprend parfaitement la gestuelle du personnage et son intention. Au lieu de dessiner des muscles là où ils sont censés être, Kirby les représente, les suggère. C'est là tout le génie artistique de Kirby à mes yeux. Il est bien évidemment tout à fait possible d'acheter chaque numéro de chaque série à l'unité, mais je vous recommande de les acheter en album, où les épisodes et séries sont publiés chronologiquement. C'est beaucoup plus simple. Il existe de nombreuses options, entre les versions souples, cartonnées, format normal ou géant, etc. DC sort quasiment une nouvelle version tous les 4-5 ans, donc il y a du choix. Je me suis acheté en 2015 les omnibus publiés par DC en 2007. Ça s'appelle des omnibus, mais ça ne ressemble pas du tout aux omnibus de Marvel. Ils sont plus petits, il y a moins de pages, et d'ailleurs les pages elles-mêmes, elles sont imprimées sur un papier qui n'est pas le papier pelure des comics, des floppies, mais ça reste quand même un papier d'une qualité inférieure. Ce papier d'ailleurs est plus épais, peut-être que c'est du papier recyclé, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas désagréable au toucher, c'est juste différent. Ils contiennent quelques bonus et des textes d'introduction et de commentaires de différents grands noms du monde des comics. Bien sûr, ce sont les commentaires de Evanier, Marc Evanier, qui me semblent les plus intéressants, car il est le témoin direct du travail de Kirby et de ses démêlés avec DC, puis avec Marvel, quand il y est retourné vers la fin des années 70. Pour en apprendre plus sur les démêlés entre Kirby et Stan Lee, je vous recommande Stuff Said, publié par Tomorrow Publishing, qui reproduit les commentaires de Kirby et les commentaires de Stan Lee. Donc on a vraiment la source de ce qu'ils disent. Et le livre According to Kirby, écrit par Michael Hill. Pour en savoir plus sur le quatrième monde, il y a All Gods and You, mais aussi American Comic Book History, The 1970s. Et si vous voulez simplement découvrir plus sur l'œuvre de Jack Kirby en général, il y a la série de magazines Jack Kirby Collector, qui compte à ce jour plus de 80 exemplaires, avec d'innombrables dessins et esquisses inédites, et des tonnes d'analyses et d'interviews. C'est en anglais. Et il existe, bien évidemment, de nombreux ouvrages écrits en français, mais qui sont forcément moins complets que les ouvrages américains. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle était très longue, mais pour pouvoir parler du quatrième monde, il me semblait impossible de passer sous silence les ennuis que Jack Kirby a eu lors de la création de ce quatrième monde avec DC. Et pour parler de ça, il me semblait également impossible
de ne pas parler des démêlés qu'il avait eu avec Marvel. J'ai essayé de faire au plus court, mais j'ai encore beaucoup plus d'informations disponibles. Informations que je ne possédais pas quand j'ai lu ces comics dans les années 80. Je sais que pour un certain nombre de fans, il est tabou de dire du mal de Stan Lee. Mais quand on y réfléchit 10 secondes, il y a quand même bien une raison logique pour que 3 génies créatifs comme Wallace Wood, Steve Ditko, puis Jack Kirby ont pris la porte. Enfin, ont claqué la porte de chez Marvel. Donc si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur le sujet. Dites-le moi dans les commentaires. En attendant, merci de soutenir mon travail en mettant un pouce bleu ou rouge. Mettez un pouce, c'est tout ce que je demande. Partagez la vidéo, commentez-la, abonnez-vous. Ma prochaine vidéo sera sur un sujet beaucoup plus léger, photonique, édité par Black and White, les éditions Black and White. Lisez plein de comics avec des nouveaux dieux, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!